Alors, un PowerPoint corporate sur le donjon design dans Kujira. Aujourd'hui, on va parler du deuxième donjon, donc qui est le Roi Crapaud Ier. On va parler du lore, de l'apparence du donjon et des inspirations qu'il y a derrière, de la musique, des énigmes qu'on peut trouver dedans et de sa structure, générale. Alors, en ce qui concerne le lore, la civilisation des grenouilles s'est effondrée, donc ça c'est le chapitre qu'on explore avant d'être dans le donjon. Donc on constate, les ruines. La civilisation s'est effondrée à cause de son roi incompétent, donc le roi Crapaud Ier en l'occurrence. On peut lire, plus de choses à ce sujet, dans les notes laissées par Crocus, Marie Gambette et Jean Reinette, donc du peuple des grenouilles, quand on explore les ruines, plus tard avec les palmes et le tuba. Donc ça c'est on en apprend plus après le donjon quelque part. Et la prolifération des nénuphars toxiques parce que les grenouilles s'occupaient des nénuphars, dans le marécage et depuis leur disparition, les nénuphars prolifèrent. Donc Ningyo l'érudit, avait défendu le roi de manger les nénuphars. Il a confié au roi la perle de Ningyo et bon, on peut imaginer que le roi crapaud a probablement mangé les 2. Le nénuphar, c'est sûr. La perle de Ningyo, c'est libre, à l'interprétation. Soit on peut considérer que l'érudit a fait des entrailles du roi crapaud son donjon, en agençant les énigmes comme il voulait. Soit on peut considérer que à l'intérieur du roi crapaud, il y a tout et n'importe quoi, notamment des marmites, heu et que par gloutonnerie, en fait, il aurait mangé les plats avec la vaisselle et que par le plus grand des hasards, ça forme des énigmes à l'intérieur de son ventre. Les 2 interprétations sont possibles. Pour l'apparence et les inspirations évidemment, il y a Jabu Jabu dans Ocarina of Time, le poisson géant qui est le 3e donjon d'Ocarina of Time. Jabu Jabu qui est aussi, une inspiration derrière, Kujira. Heu, Jabu qu'on retrouve dans, Oracle of Age et dans Wind Waker. Hem, enfin Wind Waker, on n'a jamais eu le donjon, parce qu'il est le donjon était annulé durant la production faute de temps, mais on aurait pu l'avoir. Le poisson-chat dans Link's Awakening. Alors, Link's Awakening quand il était en noir et blanc, on pouvait se demander si le poisson-chat était un vrai poisson ou une statue. Par la suite, notamment avec le remake sur Switch, l'interprétation choisie, c'est plutôt que le poisson-chat est un édifice à l'effigie d'un poisson. Et il faut savoir que Link's Awakening est antérieur à Ocarina of Time puisque c'est Zelda 4 et que Ocarina of Time, c'est Zelda 5. Donc Link's Awakening, c'est la 1re occurrence. Alors ici, Jabu Jabu dans Ocarina of Time, le poisson-chat dans Link's Awakening. Ici, c'est la version DX, donc elle est colorisée, ce qui pouvait laisser penser que le poisson-chat était un vrai poisson. Et là, j'ai mis, Okami. Donc Okami, on explore les entrailles du dragon des mers et c'est vraiment, très beau, un très, très beau donjon. Hem, donc au lieu de faire tout simplement de la chair, rouge, ils ont fait l'intérieur du dragon, avec des tons bleus, c'est magnifique. Voilà, donc jouez au Okami, c'est un excellent Zelda. Une petite remarque, dans Ocarina of Time, les 3 donjons de l'enfance, font référence aux 3 règnes, donc le règne végétal, le règne minéral, le règne animal. Donc l'arbre Mojo, on se fait avaler d'abord par un arbre. Ensuite, la caverne d'Odongo, on peut dire qu'on se fait avaler en quelque sorte par un minéral. Même on voit, il y a une mâchoire géante, hein, à l'intérieur de la caverne d'Odongo, donc on se fait vraiment avaler. Et puis, par un animal, enfin, donc Jabu Jabu. Et évidemment, se faire avaler par une grenouille après s'être fait avaler par une baleine, c'est une forme de mise en abîme. Une autre grosse inspiration derrière l'histoire du roi crapaud Ier, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Donc dans le roman, il y a Colin qui doit soigner Chloé, son amoureuse, qui est malade d'un nénuphar dans le poumon, croît, et puis atteint les 2 poumons et puis Chloé finit par mourir. Heu Donc c'est exactement ce qui arrive au roi crapaud. Et il y a une autre référence à l'écume des jours dans Kujira, je le mets ici.
ce sont les Shuiches de l'église Saint-Stephen, qu'on retrouve dans l'Écume des jours. Alors, la musique, je vais parler un tout petit peu de la musique, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je vais juste parler du thème du donjon. Donc il y a 2 thèmes qui sont mélangés. Il y a le thème du roi crapaud premier qui fait tin tadin tin tin, tadin tin tadin, tadin tin tin, padam pam pam et le thème du nénuphar, qui est le boss du donjon qui fait tadada, tadada, tadadadadadada, tadada, tadada, tadadadadadada et en fait, ces 2 thèmes-là sont mélangés pour faire le thème du donjon. Alors, il y a au début une harpe qui va faire, des montées et des descentes comme ça rappelle, ça fait une forme de vague, donc ça représente un peu la surface de l'eau, donc il va faire tout dou 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 et donc on commence sur du la mineur, donc qui représente un peu la mélancolie du roi crapaud, sa culpabilité surtout. D'avoir causé la ruine de son royaume. Ensuite, le la ici, il va descendre d'un demi-ton et va devenir un sol dièse. Donc là, j'ai mis G, mais il faudrait G dièse ici. Il y a une erreur, une petite erreur. Et juste, ce glissement du la vers le sol dièse, ça va changer la nature de l'accord. J'ai noté, donc ça serait G, sol dièse plus, donc sol dièse augmenté sur ré. Hem, c'est pas vraiment ça qu'on a. Parce que le ré, il est tout en haut et tout en bas, qu'est-ce qu'on a? On a un sol dièse. Mais pourquoi je l'ai écrit comme ça? Parce qu'en fait, quand on a un accord augmenté qui est fondé sur une note qui est située un triton plus bas, on appelle ça un blackadder chord, c'est-à-dire un accord de noirceur qui est très utilisé dans la musique d'animé et c'est un accord, très, très instable et ça représente ici le poison, donc le fait que le roi crapaud soit malade, donc c'est la maladie. Et ensuite, on a le la va monter d'un demi-ton vers le haut pour atteindre le si bémol et là, on va avoir, une espèce de gamme par ton parce que si on réfléchit bien, on a le sol dièse, le si bémol, le do, le ré et le mi et donc c'est une progression par ton entier et donc ça, on retrouve ça beaucoup dans la musique de Debussy. Et ça a un caractère assez onirique, et c'est oui, assez utilisé dans les musiques de films, dès qu'il y a une transition vers un rêve, dès qu'un personnage s'endort et se met à rêver, on va souvent entendre des arpèges qui utilisent la gamme par ton comme ça. Donc ici, là, on voit que sous la harpe qui représente l'eau, on a le thème du nénuphar à la contrebasse. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da-da. Et au-dessus de l'eau, on va avoir, le thème du roi crapaud. Tin ta tin tin tin, ta tin ta ta tin. Voilà, donc qui surnage. Donc un peu les 2 protagonistes, qui sont représentés dans le thème du donjon. Les énigmes. Alors, la première moitié du donjon, elle utilise l'arme du chapitre, et les armes précédentes. Donc l'arme du chapitre dans le deuxième chapitre, c'est, principalement les bottes. Donc on va avoir des énigmes et des tremplins. Et la seconde moitié du donjon, après qu'on a obtenu l'arme du donjon, en l'occurrence, les nageoires, et le tuba, donc on va avoir des énigmes qui vont utiliser, heu, les nageoires et le tuba et éventuellement les combiner avec toutes les armes précédentes. Donc ça, c'est en théorie, c'est ce qui se passe, dans un Zelda. J'ai fait l'exercice pour Minish Cap et pour Kujira pour voir si la pratique collait à la théorie
Et donc là, on voit qu'on a les armes de pré-donjon, les armes du chapitre, l'arme du donjon, l'arme du chapitre, l'arme du donjon, l'arme du chapitre, l'arme du donjon, et cetera. Et on voit que ça colle pas toujours à la théorie parce qu'on a souvent plusieurs armes, du chapitre, heu, voilà. Et dans Kujira, parfois on n'a même pas d'armes de chapitre, heu, voilà. Mais bon, c'est une théorie qui est quand même utile, comme guide à suivre. On a encore une énigme de dalle à piétiner, comme dans le donjon 1, sauf qu'ici on monte en difficulté. Donc c'est une énigme qui ne requiert pas, d'armes en particulier, donc on peut placer en début de donjon. Ici, on a des énigmes de jarres à retourner, qui sont assez rigolotes, mais qui pareil ne nécessitent, pas d'armes, du donjon, donc on peut mettre ça dès la première partie du donjon. Et là, des énigmes où il faut utiliser les nageoires et le tuba, qui sont dans la deuxième moitié du donjon. Le tuba permet de faire des passages secrets. On avait déjà des passages secrets dans Kujira avec les grottes qui étaient cachées par des algues, mais ici on a des tunnels sous-marins qui sont cachés. Heu, Là, il y a toujours un indice dans Kujira quand il y a un passage secret. Ici, c'est, l'absence d'écume, à l'emplacement du tunnel sous-marin. Il y aura d'autres, énigmes de passages secrets plus tard dans Kujira, notamment avec le marteau qui permet de casser des murs, mais il y a toujours des indices. Heu, Alors que dans Zelda 1, par exemple, il y avait des murs à casser avec la bombe, et il y avait pas forcément d'indices et il fallait, mettre des bombes sur absolument toutes les parois du jeu. Donc les vétérans ou ceux qui avaient un guide de Solus, ça leur posait pas problème, mais on peut pas attendre ça d'un joueur, de nos jours. Alors la structure du donjon. Le donjon est linéaire, c'est le donjon le plus linéaire de tout le jeu, c'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a qu'une seule chose à faire. On arrive dans l'entrée. On voit 2 coffres, un de chaque côté, mais il y a des points à sens unique, donc on ne fait que passer. On arrive à la grande salle principale avec les 2 cascades, et il y a un mur d'eau qui nous empêche de passer. Il y a une serrure, à gauche, donc on peut aller seulement à droite. Hop, on fait quelques énigmes et on trouve une première clé et on revient dans la salle principale grâce au chemin à sens unique. Alors ensuite, on peut passer par, la porte fermée ici. Ici le mini-boss, nénuphar et on obtient l'arme du donjon, donc en l'occurrence, les palmes, ce qui nous permet d'aller dans l'eau. On peut du coup franchir, l'étang ici, arriver dans l'eau. Il y a les 2 cascades qui empêchent d'aller plus loin. Ici, il faut la clé du boss et ici une clé simple. On n'a rien de tout ça, donc on est obligé, d'aller à gauche. Hop, on fait quelques énigmes basé sur les palmes qu'on vient d'obtenir. On récupère une clé. Il y a, une cloche de retour qui nous permet, hem, d'avoir un raccourci, vers la salle principale. On peut enfin, franchir cette serrure-là. On vient de consommer notre clé et on rencontre une deuxième serrure, donc on peut pas la franchir. On fait quelques énigmes, hop, on trouve cette fameuse clé. Là, bon, il y a un petit peu de backtracking, faut se souvenir qu'on avait vu une serrure à cet endroit-là parce que sinon, heu, sinon on tourne en rond. Voilà, hop, on franchit ça et on arrive à la première cascade. On peut éteindre la première cascade, donc ici représentée en vert et heu et passer par là. On passe en dessous, c'est un petit pont, hop, on arrive là. Il y a une serrure, il nous faut une clé, on va chercher la clé tout au bout, dans l'aile droite. On revient, on la franchit, on passe devant la porte du boss, mais on peut pas y accéder pour l'instant et on arrive à la deuxième cascade qu'on éteint. Ce qui fait qu'on peut passer dans l'aile gauche cette fois-ci, clé serrure, un boss nénuphar encore, hop et on obtient, la clé du boss tout au bout de l'aile gauche. Il y a une cloche de retour qui permet de revenir au tout début du donjon, d'aller en ligne droite et de se rendre au boss et on conclut. Donc ici un schéma à la Mark Brown. Au début,
on est face à une serrure et un mur d'eau, donc on peut pas franchir tout de suite. Donc il y a qu'une seule chose à faire, c'est aller s'engouffrer dans une aile pour aller chercher une clé. On ouvre la serrure, clé, serrure, on obtient les nageoires, ce qui nous donne accès à toute la deuxième moitié du donjon. Donc on est face à la cascade 1, la cascade 2, la porte fermée du boss, une serrure, donc on va chercher une clé pour ouvrir la serrure. On passe devant une porte, verrouillée à retenir plus tard, c'est le seul élément de backtracking, du donjon, donc à mémoriser pour plus tard. On va chercher la clé, on y revient, on éteint la première cascade, on peut passer derrière la première cascade, clé, serrure, on éteint la deuxième cascade, on passe derrière la deuxième cascade, clé, serrure, on obtient la clé du boss et on accède au boss. Donc vraiment un donjon très, très linéaire. Pour masquer un peu le côté linéaire du donjon, je fais repasser le joueur systématiquement par la salle principale, ce qui donne l'illusion que le donjon n'est pas si linéaire que ça, mais en réalité il l'est. Le nombre de salles, on va s'intéresser au nombre de salles. Donc ouais, mis un petit comparatif entre Link's Awakening, Oracle of Age et Oracle of Season, donc du nombre de salles au cours du jeu. Donc on voit qu'en début de jeu, on va avoir des donjons avec une vingtaine de salles et en fin de jeu, on va avoir des donjons avec une cinquantaine de salles et entre les 2, on va avoir une progression plutôt linéaire avec, quelques petites exceptions. On voit des creux. Plus, on avance dans le jeu, plus les donjons vont être, grands et potentiellement difficiles. La taille du donjon ne fait pas tout. Là, on voit que dans Link's Awakening, le 7e donjon, donc la tour vautour, est plus petite que le donjon précédent et c'est une bonne chose parce que la tour vautour est un donjon très difficile qui demande beaucoup de mémoire aux joueurs parce qu'il y a un boulet, qu'il faut amener jusqu'à 4 piliers. Ici, là, on a Oracle of Age, le donjon, donc le ventre de Jabu, qui est plus petit, qui est en dessous de la tendance. C'est une bonne chose qu'il soit plus petit, parce que c'est un donjon où il faut faire monter et descendre le niveau de l'eau. Et pareil, c'est un donjon assez exigeant. Donc ne pas hésiter à faire un donjon plus petit si, le donjon a une caractéristique qui le rend plus difficile. Dans Kujira, alors est-ce qu'on a une tendance, linéaire? Alors plus ou moins. Le 8e donjon, on peut l'ignorer, parce qu'il est optionnel, il est accessible durant toute la deuxième moitié du jeu, donc il n'a pas à s'inscrire dans une progression croissante. Et il y a une anomalie, c'est le 3e donjon qui est trop gros. C'est pas si gênant que ça parce que les salles, du 3e donjon sont à usage unique, donc on a assez peu de backtracking. Mais sinon, globalement durant le jeu, on a une progression croissante. Comment on peut concevoir un donjon? Ce que je fais, c'est que je conçois d'abord des énigmes qui utilisent l'arme du chapitre. Ensuite, je conçois des énigmes qui nécessitent l'arme du donjon. Et après, il faut faire rentrer tout ça dans la silhouette du donjon. Ici, pour le deuxième donjon, c'est une forme un peu de grenouille, donc avec les pattes avant ici et les pattes arrière. Et pour faire, rentrer toutes les énigmes, dans la silhouette, j'appelle ce processus, la minification. Ça nécessite de réduire, parfois au maximum les énigmes. C'est une étape très intéressante où il faut beaucoup réfléchir parce que parfois il y a des énigmes trop grosses, alors il faut emprunter un peu de place à l'énigme d'à côté. Et si c'est une étape qui est trop facile, où on fait rentrer les énigmes facilement dans la silhouette, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a pas assez d'énigmes, c'est que le donjon n'est pas assez dense et intriqué. Heu, voilà. Et là, cette minification, elle a en plus de permettre d'avoir un donjon qui a une belle silhouette, comme dans Link's Awakening ou les oracles, ça engendre un phénomène, secondaire qui est très désirable, ce sont les salles cloisonnées. Donc là, je mets un exemple de salle cloisonnée. Donc c'est une salle où on peut pas accéder à toutes les parties dès la première visite. Donc d'abord, on visite cette partie-là et on observe les autres parties sans pouvoir y accéder et ça, c'est très désirable parce que ça donne un but au joueur. Il voit un coffre au loin, il peut pas y accéder, heu et du coup, il va mémoriser ce coffre-là et il va vouloir y retourner et réfléchir à comment accéder à ce coffre-là. Pareil, de l'autre côté, on a une porte fermée une serrure. Le joueur va retenir ça et vouloir y accéder. Donc ici, on a une salle qui est cloisonnée en 3 parties.
Donc, là, c'est tout le plan du donjon avec le taux de cloisonnement à chaque fois. On voit que, dans les extrémités des ailes, on va avoir un taux de cloisonnement assez bas, donc une seule partie, alors qu'au milieu du donjon, on va avoir, des salles, très cloisonnées, parce qu'il y a plusieurs chemins qui sont intriqués. Le taux de cloisonnement moyen de ce donjon, c'est 1,5, c'est vraiment pas mal pour un donjon. Ça veut dire qu'en moyenne, une fois sur 2, le joueur va rencontrer, une partie de la salle, à laquelle il aura pas accès immédiatement. Donc c'est ce que les anglophones appellent un chest tease. Donc quand on appâte le joueur avec un coffre inaccessible, par exemple. Et donc ça fait appel à la mémoire du joueur, et l'inverse de ça, quand le taux de cloisonnement, il est proche de 1, ça veut dire qu'on a beaucoup de salles à usage unique et dès qu'on a franchi la salle, on peut l'oublier. Le premier donjon, les fonderies Tiki, elles ont un taux de cloisonnement de 1,8. C'est très, très haut et donc c'est très désirable.